Bonjour, je suis donc Caroline, je suis naturopathe et je vais vous partager en fait toutes mes recherches sur les sportifs et la naturopathie par rapport aux sportifs. Donc moi je suis passionnée de sport, j'ai fait quelques courses, le Raid Amazon, la course des Fada, des Change, des Decathlon, des choses comme ça. Euh, J'accompagne des sportifs et des trailers en fait, des Ironman, des marathoniens, etc. Et j'ai remarqué en fait que les sportifs n'ont pas forcément les bonnes informations. Ils recherchent sur Internet, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont les vraies informations en fait. Donc ils font tous un petit peu à leur sauce et ça donne pas toujours de très très bons résultats. On peut vraiment améliorer les performances. Donc effectivement, il suffit pas forcément de manger équilibré ou un peu de tout pour améliorer de sa forme et pour être plus endurant. Donc je vous préviens, je suis pas là pour voilà, dire les mêmes choses qu'on trouve partout sur Internet. Ça risque de bousculer vos croyances. J'ai eu aussi des formations aux États-Unis par rapport à ça, qui sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus. Donc préparez-vous à être un petit peu déstabilisé. Je vais vous donner un petit exemple. En fait, par exemple, j'ai pu récupérer les menus des cyclistes du Tour de France. Parce qu'en fait, ils sont obligés comme voilà, ça tourne dans toute la France, en fait, ils peuvent pas se permettre d'avoir chacun leur cuisinier, etc. Donc ils mangent tous à peu près la même chose, sauf les compléments alimentaires. Et voilà, ça a été fait par les nutritionnistes. Donc c'est genre cornflakes avec du lait, du pain, du jus de fruits, du café au petit déjeuner, de la viande avec des légumes et des féculents et des fruits et des yaourts accompagnés de pain au repas du midi et pareil le soir, ce qui est assez classique. Et bon, voilà, ça c'est vraiment pas l'idéal pour des sportifs. Donc voilà, il n'y a aucune nutrition particulière est conseillée à ces sportifs pendant les entraînements. Euh, Tout le monde croit que c'est un repas super équilibré, peut-être d'un certain point de vue diététique, mais du point de vue de la digestion, de l'assimilation des aliments, en fait, c'est une autre histoire. Euh, donc voilà, c'est une petite blague sur. Donc à 20 ans, c'est sûr, on peut manger comme ça passe quand on est sportif. On va pas trop se rendre compte, on peut s'habiller un petit peu, mais on va pas se rendre compte. Sauf qu'à 40 ans, là voilà, on a des blessures à répétition, on a parfois des performances qui plafonnent, et on pense que c'est la vie normale d'un sportif, et en fait non, pas du tout. Donc l'alimentation, ça peut vraiment faire la différence. Ça va peut-être vous surprendre, mais la plupart des sportifs, même de très haut niveau, ils ont presque aucune connaissance sérieuse en diététique. Donc il suffit pas forcément d'avoir besoin. Ils s'appuient sur leurs croyances, en fait, leurs connaissances personnelles glanées d'ici, enfin ici là sur Internet. D'ailleurs, pour un petit exemple, tout récemment, il y a des chercheurs danois. Ils ont recruté 28 participants au marathon de Copenhague. Ils les ont séparés en deux groupes. L'un a suivi une stratégie nutritionnelle pendant le marathon de Copenhague, qui s'appuyait donc sur les données scientifiques un petit peu plus élaborées, et l'autre a suivi une stratégie nutritionnelle conforme à ses croyances personnelles. Résultat, le groupe qui a suivi les conseils scientifiques a couru 5% plus vite, une différence qui semble minime en apparence, mais qui en fait peut faire avancer significativement, enfin, ça peut vraiment faire avancer votre classement dans une épreuve ou carrément votre temps, quoi. Euh, donc en fait, quand on est sportif, on a un corps plus athlétique que la moyenne. C'est un petit peu comme si vous aviez une Ferrari en fait. Est-ce que vous mettriez en fait de l'huile de supermarché, de l'huile voilà, dedans en fait? Est-ce que vous la laveriez au rouleau automatique qui va la rayer? Non en fait. Donc il faut vraiment avoir des super haut de gamme. Euh, alors, on va un peu parler du sucre. Alors, en fait, avant on parlait de sucre lent, de sucre rapide, ça c'est complètement dépassé. C'est maintenant ce qui est vraiment intéressant, c'est l'index glycémique en fait. Ça remplace les glucides complexes entre guillemets lents et les glucides simples entre guillemets rapides. Donc les premiers c'est des amidons comme les pâtes, le pain, etc. Et le second c'était des sucres simples comme les fruits, etc. En réalité, certains amidons comme celui de la baguette ou des pâtes,
se digèrent particulièrement vite. Donc finalement, en fait, ça reste des sucres rapides. C'est comme si vous mangiez des bonbons, en fait. Après, le sucre des fruits qui se digère lentement, mais en fait, comme c'est un sucre simple, il monte aussi rapidement dans le sang. Donc, ça donne en fait une réaction hypoglycémique qui se produit d'ailleurs typiquement avec le petit déjeuner traditionnel français, avec du pain, des céréales, etc. Et en fait, à 11 heures, on a souvent une petite fringale ou voire même un coup de barre, quoi. On a la glycémie qui chute un peu trop rapidement. Et donc, voilà, donc il faut vraiment considérer cette glycémie qui est assez importante. C'est-à-dire si vous mangez des sucres qui montent trop rapidement dans le sang, comme le pain en fait, ça va faire une réaction, en fait ça va déverser trop d'insuline et du coup vous allez avoir une baisse de glycémie. Et ce qui arrive effectivement en course, si vous commencez à manger trop de sucre en course, vous allez tout le temps devoir en manger pour remonter votre glycémie et vous allez avoir une performance en dents de scie. Donc en stimulant constamment en fait votre production d'insuline, la consommation d'aliments à index glycémique élevé comme le pain, le riz, les pommes de terre, ça engendre en fait un flot constant d'insuline dans votre sang. Et à force d'être stimulé par cette insuline, les récepteurs des cellules musculaires en fait finissent par ne plus répondre et à avoir de plus en plus de difficultés à capter le glucose. On dit en fait qu'elles deviennent résistantes à l'insuline. Les conséquences, c'est qu'elles stockent moins de glycogène, vous savez, dans le foie, le carburant principal des efforts physiques qui est synthétisé à partir du glucose. Et du coup, faute d'énergie, on ne peut pas soutenir l'effort ou que sur des courtes périodes où on est tout le temps obligé de manger du sucre pendant l'épreuve. Donc on va voir après, ce qui est vachement plus intéressant, c'est d'essayer de récupérer les lipides comme énergie. Donc, je vais vous donner un exemple. En fait, début 2013, il y a des chercheurs en sciences en fait, du sport à l'université de Hull, c'est de Cottingham en Angleterre. Ils ont recruté 10 jeunes femmes sédentaires auxquelles ils ont fait avaler un repas contenant environ 165 grammes de glucides à IG élevé, 2,5 grammes par kilo de poids corporel, soit environ 165 grammes de glucides à IG B. Puis les scientifiques les ont fait pédaler jusqu'à épuisement à une intensité de 60% de la VO2 max. Résultat, l'injection des glucides à index glycémique bas a permis de pédaler pendant 67,4 minutes en moyenne, contre seulement 48,9 minutes avec des glucides à index glycémique élevé. Donc après, on va voir quelle est la différence entre index glycémique bas et élevé. Mais il y a quand même une sacrée différence, hein. Presque 70 minutes contre 50, il y a 20 minutes en plus, quoi. Donc, pourquoi éviter les pâtes? Donc, je vous ai dit, en fait, vous déprimez hein, les sportifs, mais une assiette de pâtes, c'est une assiette de bonbons. Donc, franchement, au niveau nutritionnel, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si vous mangez du papier, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, c'est que du sucre. Donc, pour pouvoir reconstituer après les muscles, etc., pour améliorer les performances, c'est le pire à faire. C'est des calories vides, et en plus, ça favorise le stockage des graisses versus les muscles. Donc c'est vraiment, vraiment très, très peu intéressant, quoi. Donc à l'époque, c'est vrai, hein, on a souvent parlé des pâtes et les sportifs, etc. Il y a une certaine époque où les études étaient réalisées juste sur le produit sans tenir compte de la digestion. Et donc effectivement, on considérait un sucre lent dans un laboratoire. Sauf que quand on le met dans l'estomac, non, c'est un sucre rapide en fait. On n'avait pas intégré en fait le processus de digestion et les fibres qui ralentissent l'absorption du glucose. Voilà le problème. Donc là, vous pouvez le voir hein, sur la slide. Enfin voilà, le pain blanc, c'est plus sucré entre guillemets que la confiture, quoi. Voilà. Donc on va parler rapidement en fait du pH, de l'acidité. Hein. On parle souvent d'équilibre acido-basique parce que justement, comme on dit qu'il n'y a pas de minéraux dans les pâtes, ça acidifie. Et en fait, quand vous prenez trop de céréales ou d'aliments sans fibres, peu de légumes, etc., le corps, pour pouvoir maintenir en fait un équilibre, il va puiser dans les substances minérales de votre corps. Donc il va prendre dans les cartilages, dans les os. Et donc au bout d'un moment, en fait, c'est comme ça que vous pouvez avoir des tendinites et des choses comme ça, en mangeant effectivement un petit peu trop de pâtes. Donc voilà, c'est vraiment, on va parler après de manger plus de légumes. Alors, nos fameux légumes.
Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est quand même le seul aliment que vous pouvez manger à volonté, le seul qui a aucune contre-indication. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver, il faut en avoir toujours dans l'assiette. Alors moi, je trouve que le bon équilibre, c'est d'avoir la moitié de l'assiette qui est remplie de légumes, un quart de l'assiette qui est remplie avec des glucides lents. On va voir après lesquels sont les meilleurs, et un quart avec des protéines. Alors, vous avez aussi les fruits qui sont intéressants pour avoir un petit peu de glucose. Donc, ils ont certaines qualités communes avec les légumes, c'est-à-dire les vitamines et les fibres. Ils sont quand même assez alcalinisants, pas trop acides. Voilà, ça peut être intéressant, il ne faut pas en abuser. Alors, il y a vraiment des sportifs très élitistes qui en mangent un par semaine. Moi, je suis plutôt cool, donc je trouve que un par jour, ça peut passer, mais il ne faut vraiment pas dépasser ça au niveau des fruits. La noix de coco, l'avocat, la châtaigne, ça peut vraiment se consommer comme un féculent en fait. Donc ça peut être aussi intéressant. Alors, les fameux lipides qui sont vachement plus intéressantes à utiliser comme carburant pour un sportif. Donc là, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai accompagné quelqu'un pour faire un 100 km. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était comme 100 km en France. Donc on a un accompagnateur vélo voilà, qui est à côté du coureur. Et puis, bon, c'était 3 boucles, je crois. Et les derniers 30 km, au bout d'un moment, il y a eu des petits problèmes d'estomac. Et la personne ne pouvait plus rien avaler. Et du coup, elle a continué vraiment sur ses réserves. Et donc, je peux vous dire, en fait, je l'ai vu, du coup, comme il n'y avait plus de sucre, en fait, je l'ai vu puiser dans ses réserves de lipides à vue d'œil. C'est-à-dire que j'ai vu la personne, en fait, perdre environ 1 ou 2 kilos de gras. En fait, ça se voyait, même sur son visage, sur les jambes, etc. Il y a eu c'était vraiment visible à l'œil nu, en fait. Elle prenait dans les lipides, quoi. Et après, effectivement, en pesant, on a vu que... Mais au moins, voilà, il n'y a pas d'inflammation, etc. C'était mieux que de ça que que de manger du sucre et de se taper un coup de barre ou une crampe ou des choses comme ça. Donc les lipides, c'est hyper intéressant à utiliser. Donc il y a les amandes, on va le voir après. Donc les avocats, les huiles, les oléagineux, etc. Donc là, vous pouvez voir, vraiment, on a besoin d'une grosse quantité. Et dans les huiles, en particulier, en fait, les fameux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc là, il y a plusieurs études en fait qui ont montré qu'une supplémentation en acide oméga 3 diminuait les courbatures, puisque effectivement, c'est un des plus puissants anti-inflammatoires naturels. Cet état inflammatoire, en fait, se manifeste de manière naturelle à la suite d'un entraînement. Hein. Les fibres musculaires ont subi des micro-traumatismes et qui les ont légèrement déchirées. Les prostaglandines inflammatoires érigées des acides gras oméga 6 en fait, sont indispensables parce qu'en fait, elles signalent à l'organisme qu'il y a eu traumatisme et qu'il faut réparer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour réparer, en fait, ce sont d'autres prostaglandines qui rentrent en jeu, les dérivés des acides gras oméga 3. Donc par conséquent, en fait, l'excès d'acides gras oméga 6 dans l'alimentation augmente les courbatures et ralentit la dispiration et ralentit en fait la progression sportive parce que ça ralentit la réparation. C'est pour ça qu'il faut un rapport oméga 6 oméga 3 qui est parfois 1 pour 1 même en fait. Alors ensuite, les fameuses protéines pour les sportifs. Donc voilà, moi je suis pas trop pour l'excès à mort de protéines, ça sert pas forcément parce que ça peut être acidifiant. Donc c'est vrai que le matin en chronobiologie, le corps il réclame des protéines et surtout pas de sucre. Donc c'est pour ça que l'œuf c'est un super aliment, la charcuterie c'est un super aliment parce que c'est gras et protéiné. Donc vous pouvez aussi manger des légumineuses à chaque repas. Il y a vraiment des super exemples de petits-déj pour les sportifs avec épinards, lentilles, œufs qui sont vraiment extraordinaires. Avocats, des amandes, des noix. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut savoir que pendant la contraction d'un muscle, le corps utilise 0% de protéines. La protéine, elle est vraiment là
pour réparer. C'est les briques du corps. On l'a vu tout à l'heure en fait avec l'histoire de la voiture, c'est le carrossier. Donc aucun intérêt de manger des protéines pendant un effort, ni juste avant en fait. Il est nécessaire d'en consommer par contre après. Souvent on a besoin de manger des œufs après en fait. Donc 60 grammes de protéines pour 100 grammes sur par exemple la spiruline aussi, ça peut être intéressant, c'est effectivement 60 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors si vous voulez un petit peu de complément de protéines en végétal, il y a plein de gens qui prennent de la whey, des choses comme ça. Tout ça, c'est à base de lait, c'est pas terrible. Moi, après toutes les études que j'avais vues aux États-Unis, la protéine de chambre, c'est la plus intéressante. C'est une des meilleures boissons en fait en préparation protéinée si voilà, vous voulez réduire un petit peu vos protéines ou augmenter, enfin vos protéines animales et remplacer par du végétal. Il y a le tofu aussi qui est intéressant, mais il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est œstrogène-like. Donc voilà, la protéine de chambre, je la trouve vraiment intéressante en complément si vous voulez augmenter un petit peu votre ration. Le lait, le lait, le lait. Alors, donc, attention à la consommation de produits laitiers. Voilà, on ne va pas débattre. Je vous laisserai faire vos recherches. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 1 par jour, c'est le grand maximum. Donc, soit du fromage, soit des yaourts. Il faut vraiment éviter le lait qui n'est pas digeste. Et puis, aller plutôt sur du chèvre et du brebis qui sont beaucoup plus digestes, au fromage de chèvre, ou les yaourts de brebis, par exemple, qui ont vraiment le même goût que celui du vache et qui sont très pratiques. Alors, par rapport aux blessures, en fait, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui font des comptes rendus quand il y a des grandes courses, des Ironman ou des trades, des raids, des choses comme ça, qui font des comptes rendus en fait de courses. Donc on voit sur 2-3 pages le compte rendu, etc. Et après avoir lu plusieurs comptes rendus de plusieurs sportifs sur des épreuves complètement différentes, hein, ça peut être les 4 heures d'un marathon qui sont détaillées. J'ai remarqué très souvent, 8 fois sur 10, en fait, quelqu'un qui fait une pause et qui va commencer à manger. Alors, ce qu'ils proposent hein, sur les stands, barres de céréales, j'ai vu souvent du coca, enfin, des choses vraiment affreuses. Heureusement, il y en a quand même pas mal qui mettent de plus en plus des amandes, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant, voire même de la soupe. Donc moi je vois la personne elle s'arrête, elle se restaure et elle mange du sucre, du miel, des cochonneries, des bonbons. Parfois j'ai vu des bonbons, du coca, quoi. Super sur les tables pour pouvoir se restaurer. Et après genre 5 ou 10 minutes après la personne elle se blesse ou elle a un énorme coup de barre, elle a du mal à repartir, etc. C'est vraiment très 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 courant. Observez vos comptes rendus, relisez vos comptes rendus ou lisez les comptes rendus de vos copains. Vous verrez un peu comme c'est intéressant quand ils s'arrêtent pour manger, après ce qui se passe, suivant ce qu'ils mangent, quoi. Donc, alors, les fameux oméga 3 dont on parlait tout à l'heure, en fait, on en trouve principalement dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. En boîte, c'est hyper pratique. Alors évitez effectivement le saumon et le thon qui sont trop poulés par les métaux lourds. Vous avez aussi les oméga 3 sous forme végétale avec les noix, mais elles sont un petit peu moins bien assimilées. Donc après, il y a aussi les compléments alimentaires qui sont vraiment intéressants. Alors, la fameuse vitamine D, ça c'est pareil. Il n'y a aucun sportif qui prenne de la vitamine D. Même à partir de 30 ans, on n'est pas obligé d'être vieux sportif à 65 ans pour prendre de la vitamine D. Elle permet en fait l'absorption du calcium et aussi du magnésium et ça permet de réguler, de fixer sur l'os en fait. Donc ça vous donne des os et du cartilage beaucoup plus solides en fait. Elle diminue aussi la perméabilité intestinale, ce qui est vachement intéressant pour la digestion. Et elle fait une meilleure absorption en fait du magnésium, ce qui est super important pour les muscles. Donc la vitamine D, c'est primordial pour les os et les muscles, ce qui est super important pour en fait éviter les fractures de fatigue, par exemple, et puis pour avoir des super muscles au niveau d'un sportif. C'est indispensable. Donc, alors, d'expérience, en fait, parfois il y a des gens, ils bougent leur foulée, ou c'est bien d'aller une fois hein, chez le podologue pour faire la base, mais en fait, il n'y a pas de secret. Plus vous courez, plus votre foulée, en fait, elle va s'adapter. Vous prenez pas la tête à les chaussures comme ci, les choses comme ça, etc. N'y pensez pas, et vous allez voir, en fait, si vous êtes passé d'abord chez un podologue pour voir qu'il n'y a pas de problème hein, au niveau fonctionnel, sur prognate, etc. Mais voilà, du coup, en fait, en courant, votre foulée, elle va s'adapter automatiquement. C'est aussi simple que ça.
Alors, donc les glucides en poudre du commerce, les boissons toutes prêtes à l'emploi, ça peut, franchement, c'est pas terrible, ça peut vraiment pas trop convenir. Ça contient en fait trop de fructose. C'est un glucide qui peut être utilisé, qui peut pas être utilisé directement par les muscles. Il y a un passage par le foie qui est nécessaire. Donc ça a tendance à être mal absorbé lors des efforts intenses parce qu'en fait le sang n'est plus dans le foie, il est dans les muscles et du coup le foie il va pas bien gérer. Donc, franchement, si il vaut mieux s'approvisionner dans les laboratoires spécialisés qui font des produits un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Après l'entraînement, en fait, l'alimentation, ça va conditionner en fait la récupération et la progression. Elle doit permettre de reconstituer en fait toutes les protéines musculaires, les réserves énergétiques. Sinon, il n'y a pas de progression ou très peu. Dans les cas extrêmes, il y a même de la régression en fait. Donc la stratégie, ça permet de consommer une large quantité. La stratégie, ouais, qui consomme une grosse quantité de glucides après un entraînement, elle doit être complètement abandonnée. C'est pas efficace. En fait, pour augmenter le stockage de glycogène, en fait, à la place, en fait, l'organisme, dans les conditions favorables de prise de masse, ça, en fait, ça fait prendre de la masse grasse et ça génère des troubles digestifs. Donc ça aussi, il faut vraiment oublier. Il vaut mieux manger des protéines, de la soupe, des choses comme ça. Ah, le repos. Donc, on va mettre tout de suite les choses au point. N'importe quel coureur, en fait, peut être touché un jour ou l'autre par le surentraînement. Donc, c'est pas uniquement les marathoniens qui enchaînent les courses ou le coureur d'ultra qui repousse ses limites. Le surentraînement, en fait, c'est pas tant la conséquence d'un entraînement trop poussé que celle d'une récupération avortée ou d'un objectif trop important qu'on se fixe trop vite. En fait, moi, ça me dérange pas que vous fassiez des super entraînements, mais le canapé, c'est s'entraîner. Donc, ça, c'est super important. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux, si jamais vous avez mal, déjà, on s'entraîne jamais quand on a mal, quelque part. On se repose. Et le canapé, pensez que quand vous êtes sur le canapé, ils les forcent hein, parfois, hein, l'équipe de France, de foot et des choses comme ça. Ils ont en fait des heures de jeux vidéo, de télé, etc., où ils ne peuvent pas bouger du canapé. Parce que pendant ce temps-là, en fait, c'est comme si vous vous entraîniez, parce que le muscle, il se répare, en fait. Et là, c'est là où vous faites de la performance, c'est dans le canapé, c'est pas en s'entraînant que vous faites de la performance. Donc voilà, là je vous donne un exemple, vous pourrez voir en fait, voilà, l'entraînement en fait, moins on s'entraîne, mieux c'est. C'est vraiment quitte à faire beaucoup plus de fractionnés, il y a vraiment toute une technique là-dessus qui est vraiment géniale sur l'entraînement. Vous pourrez peut-être vous renseigner sur ces points de vue-là, je le développe dans mon livre. Donc voilà, là c'est en fait c'est la musculation qui active la pompe sodium-potassium qui permet aux athlètes comme Brian d'aller se promener après un marathon au lieu de s'effondrer dans son lit. Donc l'exercice de musculation maximale, c'est ça qui fait l'endurance. Donc là voilà, on a des petits exemples. Une course cycliste, alors j'ai un exemple avec une course cycliste de 30 km. Il y a un groupe de sprinteurs qui a suivi le programme 7 fois 30 secondes à fond, à 250% de sa VO2 max, et 4 minutes de repos entre chaque. Et ensuite, le groupe de contrôle en fait suivait un entraînement différent de cyclisme plus traditionnel, 90 minutes à 60% de sa VO2 max. Donc vraiment à l'opposé, hein. Les deux groupes ont procédé ainsi 3 fois par semaine. Surprise, donc pendant 3 semaines. Non, pendant une semaine. 3 fois par semaine pendant une semaine. Et surprise, les résultats ont été identiques. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait 3 ou 4 heures par semaine et l'autre 15 minutes par semaine. Et les résultats sont identiques. Donc voilà, à vous de choisir. Travailler longtemps ou travailler dur. Car les résultats, en fait, ils sont les mêmes. Donc voilà, là, je ne sais pas ce que vous allez utiliser dans tout ce qu'on a vu. J'espère que ça vous a apporté quelques informations qui peuvent changer votre vie de sportif. Donc je détaille tout ça dans un e-book en fait qui est en vente sur mon site, qui fait une centaine de pages. Vous avez tous les détails, vous avez toutes les sources en fait. Donc c'est sourcé avec tous les bouquins à lire derrière si vous voulez développer un petit peu plus. Donc voilà. Alors il y a un code promo. Voilà, si vous voulez avoir 10 euros de réduction, en fait, vous faites le code promo sport et puis vous aurez la réduc sur mon site internet. Mais écoutez, je vous dis merci et je vous dis bonne course et bon entraînement et surtout choisissez bien vos aliments.